Très chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission qui est produite par la maison Frayol Agency. Cette émission qui passe aussi sur Frayol TV qui est une chaîne professionnelle chez vous pour vous informer davantage. Donc, bienvenue dans cette émission Libre Opinion. Nous recevons en direct au bout du fil, donc en direct de Kinshasa, nous recevons Monsieur Daniel Mwananteba, qui est le premier secrétaire du parti politique, du parti socialiste et parti politique de l'opposition. Nous vous demandons de rester très branchés parce que toutes les vérités seront dites. Donc, nous sommes déjà en direct avec Monsieur Daniel Mwananteba qui va essayer de décortiquer, qui va essayer de nous parler un peu de son point de vue concernant les actualités, l'actualité politique, surtout sur les événements qui ont marqué cette semaine. Donc, nous sommes déjà en direct avec Monsieur Daniel Mwananteba. Monsieur Daniel Mwananteba, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui. Vous êtes en direct depuis Kinshasa, la capitale, et merci de répondre à cette invitation. Vraiment, merci aussi pour votre patience. Alors, Monsieur Daniel, vous êtes un acteur politique, vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste. Nous voulons premièrement, d'entrée de jeu, connaître un peu quel est l'état de votre santé et aussi l'état de santé du Parti socialiste. Eh bien, ma santé personnelle est excellente jusque-là et je vous remercie de vous en occuper, de vous en préoccuper, parce que nous vivons dans un pays où des problèmes de santé peuvent apparaître à tout moment. Quant à la santé du Parti socialiste, elle est ce qu'elle est. Nous sommes debout, le front debout, essayant au mieux de nos moyens et de nos capacités d'agir et d'intervenir dans la vie politique congolaise, dans l'intérêt bien sûr du peuple congolais. Ok. Déjà, nous allons attaquer un peu, puisque vous êtes sans ignorer que l'actualité à Kinshasa et à Kinshasa particulièrement et au Congo en général est dominé sur les événements qui ont marqué cette semaine, donc les accords de Genève, et je signale que vous êtes votre parti le Parti socialiste fait partie de partis politiques de l'opposition. Si vous ne me contredisez pas. Absolument, vous êtes dans le fait. Ok. Donc, nous voulons prendre d'abord quelle est votre réaction à chaud par rapport aux événements qui ont marqué cette semaine dans les accords à Genève. Ben, très franchement, cher ami, l'atterrissage à Genève m'a laissé vraiment un goût amer. Et mon premier sentiment était le dépit, suivi du dégoût, suivi de la déception, de l'amertume. En fait, tous les sentiments négatifs m'ont animé dans la mesure où, ayant compris les fondamentaux et les soubassements de cet accord, j'avais trouvé pathétique et regrettable que les 7 leaders acceptent de signer ce torchon. Il n'allait que dans le sens de faire le jeu des personnes qui ne veulent pas que les Congolais se réapproprient leur destin. Et je fais partie des personnes qui ont été déçues par la signature de Vital Kamerhe. Et très franchement, le lendemain, 24 heures après, je fais partie des personnes qui se sont satisfaites du retrait de cette signature, malgré le fait que j'étais conscient que le retrait de cette signature entraînerait une polémique et des remous incroyables au sein de l'opposition. Tout ce que je peux constater, et c'est ce qui est regrettable, c'est que l'opposition d'aujourd'hui est totalement disloquée. L'opposition d'aujourd'hui n'a pas la même force que celle qu'elle avait la veille encore du jour du début de ces assises de Genève.
Et dans tout cela, je me dis que, quelles que soient les motivations des uns et des autres, dont j'espère nous parlerons au cours de l'émission, l'état actuel de l'opposition devrait en faire réfléchir plus d'un et devrait pousser les gens à se poser la question de savoir exactement, après Genève, qui est le vrai vainqueur. Une chose est sûre, ce n'est pas l'opposition. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que tout à l'heure là vous venez de dire que vous avez été satisfait après que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe aient retiré leur signature, mais avant on peut dire que vous n'étiez pas d'accord parce qu'ils avaient pas parce qu'ils avaient signé cet accord. Mais quels sont est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces sentiments-là qui étaient contre que vos amis, collègues Vital Kamerhe et Tshisekedi puissent signer cet accord. Et aussi, vous pouvez nous dévoiler maintenant votre satisfaction parce qu'ils ont retiré leur signature. Oui, absolument. Exactement. Donc, à la base, je voudrais que les choses soient claires entre nous. Ouais. Je fais partie des personnes qui ont milité pour l'unité de l'opposition. Pas pour la candidature commune, pour l'unité de l'opposition. Parce que je considérais que le FCC, avec le bilan qui suivrait et qui serait le premier juge de leur candidat, le FCC, à mon sens, ne pourrait pas, au vu de la situation actuelle en RDC, au vu de la situation que vivent les Congolais, le FCC ne pourrait pas obtenir ne fût-ce que 10% des suffrages sur l'étendue du territoire. Donc, partant de ce principe-là, j'étais convaincu qu'un candidat de l'opposition, même avec 17% ou 18%, pourrait gagner cette élection. Et le premier principe aurait été de capter le maximum de voix que pourrait capter le candidat du FCC. Raison pour laquelle, au moment où tout le monde parlait de candidature commune, le Parti socialiste, à travers ma voix, avait parlé de limitation du nombre de candidatures à 2 ou 3 maximum. Nous n'avions pas été suivis, mais vous savez, en démocratie et lorsqu'on est dans un combat, on est parfois obligé de nous plier à certaines réalités du terrain et à certaines réalités qui font que refuser de se plier pourrait fragiliser le camp auquel vous appartenez, en l'occurrence l'opposition. Ouais. Nous avons accepté d'aller dans cette logique de candidature commune, mais c'est une logique qui aurait dû souder et unir l'opposition. Cette candidature commune devait se faire. L'élection d'un candidat commun devait se faire sur base, premièrement, de principes et de règles. Les règles, le principe premier aurait été d'œuvrer dans l'intérêt des populations et dans l'intérêt du processus électoral. Et la règle aurait été que le poids politique de chaque participant puisse être mis en avant. Parce que dans ce moment-là, ça aurait même facilité la tâche de l'opposition dans la mesure où tous les autres auraient eu à amener les bases qu'ils possédaient, mais il faut être honnête avec nous-mêmes, aucun de ces partis représentés à Genève ne pouvait avoir le poids politique parlant des bases qu'à l'UDPS ou l'UNT. C'est-à-dire que vous comprendrez aisément que dans le chef même de la population congolaise, aussi bien en RDC que dans la diaspora, tout le monde s'attendait à ce combat entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Cette vision répondait juste à une réalité sociologique, parce que ce sont les deux leaders qui ont le plus grand nombre de bases et qui sont le mieux implantés sur l'ensemble du territoire congolais. À notre grande surprise, Martin Fayulu a été désigné. Le problème ne se pose pas dans la désignation de Martin Fayulu, parce qu'en démocrate, nous devons savoir accepter lorsqu'on perd une élection. C'est ça même le principe de la démocratie que nous voulons inculquer à nos populations, inculquer à la masse et inculquer à nos enfants. Mais nous devons aussi rappeler que le principe premier que nous devons inculquer à nos enfants qui nous regardent est celui qui consiste à dire la vérité. Le principe premier que nous devons inculquer à nos enfants est celui qui consiste à les éduquer dans le sens de se battre et de défendre les intérêts du Congo avant les intérêts de l'extérieur.
Et par rapport à ces règles et ces principes, vous comprendrez que rien n'a été respecté à Genève. Pour exemple, le jour même de l'élection de Martin Fayulu, mon cœur était plein d'amertume parce que je ne m'attendais pas à le voir. Mais j'ai été prêt même à accepter cette défaite des deux candidats que je soutenais, particulièrement Vital Kamerhe, jusqu'au moment où Fayulu fera son discours d'après élection, discours dans lequel il m'a mis discours avec lequel il m'a mis la puce à l'oreille. Au moment où il dit que ton élection va dans le sens de pouvoir permettre aux Congolais de se choisir un leader de leur choix. Là, je n'avais pas très bien compris. Je me suis dit que c'est quand même lui qui vient d'être choisi pour être le champion, le porte-étendard de l'opposition au sein de processus électoral. Lorsqu'il dit vouloir permettre aux Congolais de se choisir l'un des leaders de son choix, j'ai compris qu'il n'était pas dans la logique électorale. Plus tard, certaines indiscrétions et certains secrets commencent à remonter en surface. Nous apprendrons que le principe était d'une présidente qui soit élue pour 2 ans, et vous apprendrez que Martin Fayulu a signé et accepté d'être président de la République pendant 2 ans, 2 ans au cours desquels des bonnes élections devraient être organisées pour permettre aux invalidés et aux empêchés de pouvoir postuler. En ce moment-là, je me suis posé la question de savoir si la RDC représente ou est représentée par les invalidés ou les empêchés. Je me suis posé la question de savoir si la RDC ne pouvait pas avancer sans ces invalidés et ces empêchés. Si Fayulu était entré dans une logique électorale de 5 ans de mandat, pendant lesquels il va organiser de meilleures élections que celles qui auraient pu faire de lui un président de la République, d'accord. Mais partant du principe quand même que lorsqu'on parle d'un candidat élu pour 2 ans, 2 ans au bout desquels il devra réorganiser de nouvelles élections, en contradiction avec la Constitution qui parle du mandat d'un président de la République étalé sur 5 ans, là je ne comprenais plus rien. Parce que si Fayulu doit prendre le pouvoir selon leur logique, ça équivaudrait à dire que Joseph Kabila et son dauphin auront perdu les élections, et en ce moment-là, ça aurait voulu dire que ce régime aurait perdu les élections. Mais une fois que ce régime aurait perdu les élections, pourquoi dans ce cas-là écourter le mandat du président de la République? Je considère qu'un président de la République doit être élu et dès le lendemain de son élection, il doit œuvrer à travailler dans l'intérêt des populations. L'intérêt des Congolais se trouve dans l'augmentation de leur niveau de vie. L'intérêt des Congolais se trouve dans leur capacité à faire soigner leurs enfants, c'est-à-dire à avoir des soins médicaux adéquats. L'intérêt des Congolais réside dans le fait de pouvoir offrir à leurs enfants une éducation d'excellence. Le problème du Congolais équivaut à manger à sa faim et surtout à pouvoir épargner. Mais lorsqu'on parle de 2 ans au bout desquels on doit organiser des élections, ça voudrait dire que pendant les 2 ans qui suivraient l'élection de Fayulu, je dirais qui suivraient, c'est au conditionnel, le peuple ne pourrait pas aspirer à une élévation de son moyen de vie ou à une amélioration de son cadre de vie, mais le peuple devrait encore se résoudre à faire des sacrifices allant dans le sens d'accepter les sacrifices qu'il a acceptés pendant les 7 dernières années, les accepter encore pour 2 ans le temps qu'on organise des élections. Donc vous comprenez que les accords de Genève, dans leur quintessence, ont pensé à tout sauf aux populations congolaises. Et ça, on devait le combattre. Il y a une problématique encore plus grave que celle-là. On parle de l'élection présidentielle. Pourquoi parle-t-on de réorganiser des bonnes élections au niveau de ceux qui sont allés à Genève et qui sont restés au sein de leur accord? On en parle parce qu'on considérait que des élections qui auraient lieu avec la machine à voter ne seraient pas de bonnes élections et que ces élections devraient être réorganisées. Mais on oublie juste que lorsqu'on parle du processus électoral avec la machine à voter, on voit les élections aussi bien présidentielles que législatives que provinciales. Ça équivaudrait à dire, si ces gens doivent être conséquents avec eux-mêmes et cohérents avec eux-mêmes,
ça équivaudrait à dire qu'au bout de 2 ans, on serait obligé de réorganiser des élections générales. Donc, on aurait un président élu pour 5 ans qui n'accepterait de faire que 2 ans, 2 ans au bout desquels il serait prêt à dissoudre le Parlement, le Sénat et les assemblées provinciales pour réorganiser de nouvelles élections. Mais on va où là? Il y a un problème et la vérité doit être dite au Congo. Monsieur Daniel Moranteba, je rappelle que vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste. Il est membre de l'opposition. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Daniel, il y a une question qui me vient en tête. Je voulais savoir qui avait sollicité la fondation Kofi Annan. Est-ce qu'on voudrait un peu savoir, puisque pourquoi d'abord cette idée de solliciter la fondation Kofi Annan, et entre vous, vous ne pouvez pas vous organiser de cette manière-là. Et pourquoi seulement cette fondation? Qui avait sollicité les bons offices de cette fondation? Ben, écoutez, cher ami, la question que vous me posez est une question à multiples sens. Oui. Et je vous répondrai même que le problème ne se pose même pas seulement au niveau de la sollicitation de la fondation Kofi Annan. La question que vous posez entraîne énormément d'interpellations. Le vrai problème, c'est qui avait sollicité l'intervention de la fondation Kofi Annan. La réponse que je vous donnerai d'emblée, c'est que ce n'est ni Félix Tshisekedi, ni Vital Kamerhe. Ils sont partis d'un principe que l'opposition congolaise, les opposants congolais, chacun dans sa petite mégalomanie, je suis désolé de le dire, ne pourrait en aucun cas accepter de se plier encore à une médiation nationale. Tout le monde au Congo est convaincu que l'Occident joue un grand rôle dans le soutien et la désignation de certains candidats. Ça peut être vrai dans un sens, mais je crois que au départ, la bonne foi de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe a été celle de croire que les bons offices de la communauté internationale, les bons offices de la fondation Kofi Annan empêcheraient les organisateurs de jouer d'une manière ou d'une autre sur un rôle néfaste quant à la désignation de ce candidat. Eh bien, je dois reconnaître qu'il y a eu une grande part de naïveté, parce que lorsque je suis moi-même entré sur le site officiel de la fondation Kofi Annan, et j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à y pénétrer, vous allez comprendre qu'il y a parmi les donateurs et les membres d'honneur, ceux qui soutiennent et financent cette fondation Kofi Annan, vous y retrouvez entre autres Georges Soros et énormément de personnes qui ont toujours eu l'œil sur la RDC et le besoin de contrôler les richesses de la RDC. Partant de ça, déjà, pour moi, c'était extrêmement grave, et j'ai compris déjà que c'était un coup fourré et que c'était une embuscade. Malheureusement, au moment où j'ai voulu entrer en contact avec Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi, Fachi 13, ça n'a pas été possible dans la mesure où vous comprendrez qu'on leur avait même ravi leur téléphone dans la salle. Donc, ce n'était pas des élections libres dans la mesure où une élection libre permet à celui qui vote de se référer à l'avis d'une personne de son choix. Or, ce n'a pas été le cas. Mais je disais que la problématique était plus complexe. Vous parlez de qui a sollicité la fondation Kofi Annan. Oui. Écoutez, au-delà de cela, il y a une autre problématique. Qui a financé les travaux de Genève? C'est la deuxième question. Oui, je comptais vraiment arriver là sur cette question. Voilà. Qui a financé ces assises? Et vous comprendrez que cela est public aujourd'hui. On sait dorénavant qui a financé ces assises. Et vous comprendrez que la personne qui finance ces assises ou le groupe qui finance ces assises le fait du fait que ces personnes-là sont convaincues d'y trouver leur intérêt. La vraie question est de savoir l'intérêt des personnes qui ont financé les assises de Genève cadre-t-il avec l'intérêt des deux leaders de l'opposition qui se sont dédits qui ont retiré leur signature? Et au-delà de cela, plus grave encore, l'intérêt des organisateurs de Genève cadre-t-il réellement avec l'intérêt du peuple congolais? Au vu de la conclusion des accords, je peux vous dire et vous garantir
que l'intérêt de la population n'a pas été pris en compte au départ dans la prise de décision de ces assises. Au-delà de la personne ou des personnes qui ont financé, le candidat commun a été désigné. Nous avons vu des déclarations être faites, des communiqués être faits. Le compte rendu de ces assises a été fait, mais nulle part dans ces comptes rendus, je n'ai vu un volet qui parle du financement de l'action du candidat commun en devenir, donc Martin Fayulu. Il y a réellement énormément de zones d'ombre, et en tant que politique, on ne peut pas se lancer tête basse comme ça dans ce genre de manigance ou dans ce genre de projet périlleux, dans la mesure où nous savons où nous pouvons commencer, mais nous ne saurons sûrement pas où nous allons atterrir. Mais monsieur Daniel, s'il vous plaît, est-ce que vos collègues aujourd'hui qui se sont retirés de cet accord, ils n'étaient pas au courant de tout ceci, ce que vous êtes en train d'évoquer, il nous semble, qui me semble un peu très clair. Ils n'étaient pas au courant? Absolument pas. Que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Félix Tshisekedi, ils ont effectivement péché. Mais ils n'ont pas péché par mauvaise foi, ils ont péché par naïveté. Convaincus qu'ils avaient en face d'eux des interlocuteurs qui avaient vraiment le souci du Congo en ligne de mire et qui mettraient le souci du Congo au centre de toute préoccupation. Maintenant, que s'est-il passé? On leur demande de signer le document qu'ils ont signé, pour lequel ils ont retiré leur signature. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Si les soubassements de ces accords allaient vraiment dans le sens de l'intérêt des Congolais, il n'y aurait eu aucun problème à maintenir leur signature. Mais dès lors que vous faites confiance à des gens, que vous pensez avoir le même souci que vous, c'est-à-dire l'intérêt primaire des Congolais, et qu'ensuite, après avoir signé, vous vous rendez compte que les conclusions et les projets qui sont faits sur le candidat commun désigné ne cadrent pas avec tout ce que vous vous êtes dit en amont. Mais retirer ta signature devient non seulement une obligation, tout simplement, mais elle devient une obligation morale. Et l'obligation morale a été respectée par ces deux personnes, et je considère que il n'y a pas lieu de s'attaquer à ces deux personnes qui sont parmi les 17 les deux seuls qui ont eu à mettre l'intérêt de la RDC en avant. De tout ce qui ressort, la seule chose que je peux vous dire et le seul sentiment qui m'anime, c'est que après avoir cogité, après avoir enquêté, fait des enquêtes et des analyses, le seul sentiment que j'ai aujourd'hui pour Martin Fayulu, c'est un sentiment de pitié, parce que j'ai l'impression que lui aussi est en train d'agir de bonne foi, mais face à des personnes qui l'ont mis en place, qui sont totalement de mauvaise foi. Et j'entrevois déjà ce qui va arriver demain, et au vu de cela, j'ai vraiment pitié de Martin Fayulu. Monsieur Daniel Mwananteba, mais de vous à moi, on sait bien que ces rencontres, plutôt ces assises, pardon, ont commencé en Afrique du Sud. Mais pourquoi ils se sont déplacés jusqu'à Genève? Mais pour la simple et bonne raison, en Afrique du Sud déjà, il y avait eu un problème. Il y avait eu un problème. Lequel? Félix Tshisekedi avait pris des distances avec le reste des leaders de l'opposition. Et vous comprenez même que même lors des marches, avec sa déclaration faisant état de l'acceptation de l'UDPS d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, oui, vous comprenez que les seuls partis qui avaient pris la même décision que l'UDPS, c'était une fois de plus l'UNC et, pour une fois, le Parti Socialiste, mon parti, qui avions eu le courage de dire que nous irions aux élections avec ou sans machine à voter. Ok. Rappelez du tollé que cette décision avait été prise et rappelez-vous de la manière dont les réseaux sociaux et les médias ont été mis à contribution par un certain groupe qui a financé les médias pour tirer à boulet rouge sur tous ceux qui tenaient ces discours-là. Moi-même, j'ai été victime de l'incompréhension et de l'intolérance de certains. Après cette déclaration, il y a eu une marche de l'opposition au sein de laquelle l'UDPS a refusé de participer. En ce moment-là, l'UNC avait accepté de participer à la marche
pour ne pas qu'on continue à parler de l'UNC comme étant un parti qui veut donner des béquilles au régime. Ou un parti qui ne voulait pas composer avec les autres membres de l'opposition. Mais pour cette marche-là, le Parti socialiste s'était aligné sur l'UDPS, pour être plus précis, avait eu la même réaction que l'UDPS. J'avais, moi, refusé de participer à cette marche. Parce que je comprenais déjà que cette marche allait plus dans le sens d'instrumentaliser la population, non pas pour obtenir le retrait de la machine à voter, mais pour obtenir le moyen de dire un jour à la communauté internationale, aux maîtres du monde, ou à certains des maîtres de ceux qui étaient à Genève, que voilà, ils ne veulent pas retirer la machine à voter, le plan du chaos peut être mis en place. Et j'avais refusé d'y participer. Plus tard, vous comprendrez que après le retour de Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa et celui de Vital Kamerhe, en préparation de la réunion de Genève, il y a eu des contacts qui ont été pris entre tous les autres leaders qui ont approché Kamerhe et Félix Tshisekedi. En quittant Kinshasa, l'accord avait été acquis sur l'acceptation par tous d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Genève devait constituer, premièrement, le lieu d'élection du candidat commun de l'opposition. Deuxièmement, la mise en place des stratégies à mettre en place pour contrecarrer la tentative de tricherie de la majorité ou du pouvoir en place avec la machine à voter. Mais messieurs, excusez-moi de vous couper un peu. Entre nous, soyons un peu sérieux. Pourquoi d'abord choisir le vote? Pourquoi choisir le vote? D'autant plus qu'on sait que, pourquoi ne pas tenir compte de poids politique de chaque parti? Parce que nous savons, UDPS en 2011, avec son président Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il était sorti deuxième avec plutôt, bon ça c'est selon la CENI bien sûr, deuxième avec 32%, et Vital Kamerhe était sorti avec 7%, et Martin Fayulu, lui, n'était sorti que député pour son parti, le seul député pour son parti SID. Pourquoi vous n'avez pas tenu compte que de... Pardon? Un député repêché d'ailleurs. Voilà. Donc pourquoi vous n'avez pas tenu compte seulement? Parce que même moi je savais que voilà, c'était juste que voilà, comme vous venez de dire tout à l'heure qu'on savait, on savait que c'est Vital Kamerhe et Tshisekedi qui marchaient un peu de pair, parce que nous avons vu même, il y avait le sondage de Bercy, nous avons vu quand même les sondages qui ont aligné Félix Tshisekedi devant et Vital Kamerhe qui le suivait. Et on savait, tout le monde s'attendait que ça allait être Félix Tshisekedi. Vous ne voyez pas que si vous avez tenu compte de poids politique, peut-être que tout ceci n'allait pas arriver. Mais rappelez-vous qu'en début d'émission, j'ai eu à vous dire que ces élections-là et cette désignation du candidat commun ne répondaient à aucun critère sociologique. Vous vous rappelez? Oui. Et c'est justement par rapport au fait que on n'a pas tenu compte du poids politique. Du poids politique de chaque intervenant. Mais je vais vous dire des trucs, parce que je pense que j'ai l'habitude de dire aux Congolais, Ngai Nako Sakate. Vous voulez des vérités, je vais vous les dire. Et j'aimerais que les gens comprennent très bien. Je ne suis pas encore habilité à tout révéler, parce que les deux leaders que sont Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi vont rentrer à Kinshasa la semaine prochaine. Après leur retour, un grand meeting populaire sera organisé et cela sera dénommé meeting de vérité. Au cours de ce meeting, soyez sûr qu'ils vous diront tout. Ils diront tout au peuple congolais. Parce que, pour ma part, j'ai eu à leur dire, de faire savoir, nous ne pouvons plus continuer de nous taire au nom de la grandeur d'âme. Non, nous devons dire des vérités et dire exactement ce qui s'est passé, afin que le peuple ne nous juge que sur les faits et non pas sur des présomptions ou sur la manipulation dont nous sommes en train d'être victimes, ou ces deux-là particulièrement sont en train d'être victimes dans les médias. Monsieur Daniel Mwananteba. Pour répondre à votre question, oui. Au départ, le vote n'était pas prévu
dans le mode de désignation du candidat commun. Ils ont accepté d'aller à Genève et d'être, entre guillemets, coachés par la Fondation Kofi Annan, qui était censée pouvoir faire office de neutralité, afin que cette neutralité permette aux intervenants, autres que ces sept-là, de pouvoir justement ne s'en référer qu'à des critères exhaustifs, c'est-à-dire sociologique, le poids et ainsi de suite. Le poids politique et ainsi de suite. Arrivé là-bas, il y a eu des premières tractations qui étaient axées sur un consensus. Lorsque le consensus n'a pas été obtenu, il a été question que l'on passe au vote. La première étape qu'il faut savoir, c'est que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe étaient deux parmi sept. Et il fallait déjà voter pour accepter d'aller au vote ou pas. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont voté non. Les autres ont voté oui pour aller au vote, alors que ce n'était pas prévu au départ avant qu'il n'arrive à Genève. Et c'est après qu'il y ait le premier vote qui parlait d'accepter d'aller au vote ou pas que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont déjà retrouvés en minorité. Lorsqu'ils sont passés au vote, le principe était que seuls ceux qui étaient retenus votent. En ce moment-là, ils se sont tous neutralisés. C'est ainsi qu'on a demandé à ce que les trois invalidés puissent, les deux invalidés que sont Bemba et Mouzito, et l'empêché qui est Moïse Katumbi, puissent également participer au vote. Donc, partant de ce principe-là, vous devez comprendre que en ce moment-là, c'était très compliqué pour les deux de dire, comme vous avez accepté qu'on aille au vote, nous nous retirons. Parce qu'en ce moment-là, s'ils avaient fait ça avant d'aller au vote, les gens auraient crié à l'intolérance et au refus de se plier à une règle démocratique. Parce que le vote doit être une règle démocratique. Et ils ont accepté malgré tout d'aller au vote, minorisés qu'ils étaient, et puis incapables de réagir en ce moment-là. Vous devez comprendre qu'avant qu'on parle de leader politique, on parle de deux êtres humains, avec des sentiments, avec des peurs, avec de l'orgueil, avec de la fierté, et avec une âme et une conscience. Pour finir, dès le moment où le premier vote a eu lieu, le piège s'est refermé sur eux. Parce qu'on s'est rendu compte après que même l'idée de passer au vote pour demander si on pouvait voter, on pouvait utiliser le vote comme mode de désignation, c'était une combine déjà préparée par les 5 autres qui ont eu l'opportunité chacun de parler. À ce titre-là, je dois dédouaner Moïse Katumbi qui a joué le jeu jusqu'au bout du soutien à son candidat qui était Félix Etienne Tshisekedi. Mais après cela, il n'a pas trouvé de meilleur moyen que d'entrer dans le jeu des 4 autres. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont en train de payer pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Les vrais escrocs, les vrais aventuriers, ce ne sont pas ces deux-là. Les vrais rusés, les vrais surnois, ce ne sont pas ces deux-là. C'est les autres qui avaient boutiqué un plan et qui ont poignardé les autres dans le dos en ne respectant pas leurs paroles et en ne respectant pas les principes sur lesquels ils avaient axé la réunion de Genève qui devait aboutir à la désignation du candidat commun de l'opposition. Voilà la vérité. Et des vérités comme ça, il y en a beaucoup. Mais je ne suis pas habilité, vous m'excuserez, je ne suis pas habilité à toutes les dire dans la mesure où nous devons attendre le retour de ces deux leaders que le peuple attend, qui vont se prononcer, qui vont s'exprimer dans un discours qu'on appellera, dans un meeting qu'on appellera grand meeting de vérité, où tout sera dit et tout ce qui était caché sera révélé à notre peuple. Oui, nous sommes très patients et nous sommes très impatients pour ces grands jours qui va nous révéler toutes les vérités. Mais parlez-nous un peu de l'unité de l'opposition, puisque tout à l'heure vous avez évoqué, parlé un peu sur l'unité de l'opposition. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'unité de l'opposition? Aujourd'hui, nous voyons que déjà, Félix Tshisekedi s'est retiré des 7, plutôt en laissant 5 autres, donc c'est-à-dire Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont retirés, donc ils ont laissé 5. Le 5, donc Jean-Pierre Bemba, Matungulu, Fayulu et les autres. Et est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de perdre ce que vous avez gagné avec peine?
si on peut compter à peu près plus de 5 ans, puisque vous vous êtes battu, vous vous êtes mis au combat, mais pour finir en dislocation. Ou non, je ne pense pas. Quand on parle de l'opposition, je crois que, excusez-moi, quand on parle de l'opposition, je crois qu'il faut se rappeler de ceux qui étaient opposants au moment où Kabila avait pris le pouvoir et au moment où Kabila, Joseph, exerçait le pouvoir de manière constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas travaillé avec Kabila de 2006 à 2016. Ok. Ceux-là sont des vrais opposants. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on mette Moïse Katumbi sur le même pied d'égalité que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi ou bien Jean-Pierre Bemba, qui, à partir de 2011, n'ont pas travaillé avec le régime en place? Okay. Comment peut-on parler d'opposants? Aujourd'hui, vous allez me parler de Mouzito comme leader de l'opposition et qui participe au vote de Genève. De qui se moque-t-on? Okay. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est un guide, quelqu'un qui conduit une masse. Où est la masse derrière Mouzito? Où est la masse derrière Matungulu? Soyons sérieux. Moi, ce que je vous dis, croyez-moi, je ne défends pas pour défendre. Mais à ce que je sache, l'opposition, la vraie, c'est celle qui refuse envers et contre tout, envers et contre tous, de participer à des cabales ou des plans boutiqués par les occupants de notre pays ou par des politiciens en mal de positionnement ou en mal de pouvoir. Ça, ce n'est pas les opposants. La vraie opposition, c'est celle-ci. Et parmi ces vrais opposants, Martin Fayoulou a fait partie de ces vrais opposants pendant un certain temps. Mais, écoutez, je ne suis pas là pour tirer sur lui, parce qu'il te donnerait l'impression d'être aigri plus sur envers sa personne que réellement analyste politique. Non, je le laisse mener son bonhomme de chemin en respectant le principe qui dit qu'il faut laisser les choses bêtes mourir de leur propre mort. Je n'ai pas envie de parler de lui, je n'ai pas envie de parler d'eux, mais je vous dis que l'opposition traverse des turbulences, certes, mais au bout du compte, soyez sûrs, au bout du compte, croyez-moi, l'opposition, la vraie, sortira grandie et réellement aguerrie de cette situation. Parce que cette situation, quelque part, on ne peut pas s'en plaindre. Elle ne découle que des prières que nous avons toujours eu à faire. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Daniel Monanteba et bien d'autres. Nous prions le Notre Père en disant à un certain moment, Seigneur, délivre-nous du mal. Aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés du mal. Pourquoi dire dans ce cas-là que l'opposition est affaiblie? Non, l'opposition a été débarrassée du mal avec ceux qui aujourd'hui veulent faire croire au peuple qu'ils ont la vision de l'intérêt du peuple alors que c'est la vision de leur propre intérêt, la vision de leur propre participation aux élections qui prime sur tout le reste. Monsieur Daniel Monanteba, partagez-vous ce point de vue de ceux qui disent, avec ceux qui disent que l'opposition a été infiltrée par les gens que vous venez de dire tout à l'heure que voilà, ils ont commencé l'opposition il y a de cela 5 ans, il y a de cela 8 ans? Non, en fait, dire que l'opposition est infiltrée, ce serait un euphémisme de le dire. Tout le monde le sait, tout le monde l'a toujours su. Et nous avons toujours su que à chaque fois que c'est-à-dire qu'en bon terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment de vrais opposants au vrai sens du mot. Mais c'est ce que je dis. Le pouvoir travaille. Nous savons qu'à chaque étape de notre évolution, des corps étrangers viennent se greffer à nous. Tenons le même discours que nous, mais n'étant là que pour être les sentinelles du régime en place. Nous le savions, mais l'opposition a péché par naïveté. Et je le dis aujourd'hui, le vrai problème de l'opposition, c'est d'avoir toujours considéré que quiconque quitterait la famille politique de la majorité présidentielle et se mettrait à tirer à boulet rouge sur le pouvoir, même lorsque ce comportement ne pouvait être conditionné que par la déception de ne plus être à la mangeoire, eh bien, le grand tort que nous avons eu, c'est d'ouvrir grand les bras et d'embrasser tous ceux qui venaient, qui tenaient un discours contraire à celui du régime et qui venaient se greffer à nous. Nous avons péché par naïveté, mais sûrement pas par mauvaise foi. Et aujourd'hui, justement, la grande victoire de l'opposition, c'est que nous représentons Félix Tshisekedi,
Vital Kamerhe et moi-même, et bien d'autres encore, la plus grande victoire que nous avons acquise dans cette affaire, c'est celle qui consiste pour nous aujourd'hui à savoir réellement qui est qui et à pouvoir nous débarrasser de ceux qui, par leur puissance financière ou par leur influence militaire, auraient pu nous entraîner dans nous amener des difficultés et nous empêcher de continuer le combat pour les intérêts de la population. Ok, monsieur Daniel Monateba, je rappelle que vous êtes, nous tendons vers la fin, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste, parti de l'opposition. Comme vous êtes proche de Vital Kamerhe, je pense que vous le savez comme moi aussi. Donc, nous apprenons la création de CASH, qui veut dire Camp du changement. Une coalition donc de Vital Kamerhe et son frère Félix Tshisekedi. Pouvez-vous nous confirmer cela? Oui, je vous le confirme. Et je vous dis déjà, je vous informe que j'ai appelé Vital Kamerhe hier, je vais appeler Félix Tshisekedi aujourd'hui. J'ai déjà moi-même sollicité le poste de porte-parole de cette grande coalition afin qu'on puisse apprendre à notre population à être réellement informée. Pour atterrir et pour finir, je vous dirai ceci, monsieur le journaliste, nous sommes dans une période de trouble, de turbulence. Période au cours de laquelle beaucoup de Congolais ont été déçus, se sentent trahis, ont été blessés par le retrait des signatures de Vital Kamerhe et de Félix Antoine Tshisekedi. Le seul message que je lancerai à la population congolaise, c'est de ne pas oublier que notre vrai adversaire s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Okay. Actuellement, la guerre entre les opposants, entre guillemets, éclipse même le combat que nous devons mener pour empêcher le candidat du FCC d'atteindre la magistrature suprême. À ce titre, j'en appelle au bon sens des uns et des autres. À ce titre, j'en appelle vraiment à un sentiment, à un sursaut patriotique des uns et des autres. Aujourd'hui, Fayulu a été désigné candidat commun de ce groupe-là. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est le candidat de son groupe. Félix Tshisekedi est le candidat de l'UDPS. À ce titre, n'oublions pas que l'une des tares du Congo aujourd'hui consiste à constater la prolifération des églises de réveil. Et vous comprendrez que chaque dimanche, chacune de ces églises font le plein et permet à ceux qui y croient de pouvoir communiquer avec leur Créateur. En l'occurrence, Dieu, notre Créateur à tous. Donc, cessons de penser que l'éclatement de l'opposition entraînerait une défaite aux élections. Tous le système, il y a l'église, il y a chaque dimanche. Catholique, ça la plein na bandiminaye. Protestant, ça la plein na bandiminaye. Kimbangiste, ça la plein na bandiminaye. Ba église de réveil, Koutino, Soni, Mutombo, Kankenza, Baruti, ça la plein na bandimina bango. Ouais. Le problème consiste juste à se dire que nous tous prions le même Dieu. Le seul problème qui pourrait y avoir au sein de ces églises, c'est de constater que l'une ou l'autre de ces églises ne prierait plus Dieu, mais prierait plutôt Satan. Ça serait le problème. Mais tant que chacun prie Dieu, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pour vous dire que les différents leaders de l'opposition, chacun est prêcheur dans son église. Si une église veut obtenir la coalition de toutes les églises de réveil, en l'occurrence Fayulu, il veut coaliser avec toutes les églises de réveil, mais attention, l'église primitive, c'est aussi une église de réveil. Mais elle n'a pas la même vision que les autres églises de réveil. Pour vous dire que même dans ce groupe-là, comme vous le voyez, ils ont le même discours, mais n'ont pas la même vision. Croyez-moi, je prophétise un éclatement de ce groupe dans les jours à venir. Mais même si ce groupe devait éclater, ça ne devrait pas nous perturber ou nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est de faire en sorte que nous qui sommes restés de la vraie opposition, nous qui sommes restés dans le cash, le camp du changement, nous devons œuvrer pour empêcher Ramazani Shadari Emmanuel d'accéder à la magistrature suprême.
Voilà le vrai discours qui peut être lancé. Et pour ce faire, vous comprendrez plus aisément pourquoi je parle d'unité de l'opposition, dans la mesure où aujourd'hui l'opposition se doit de signer entre elles un pacte de non-agression afin que chacun puisse se concentrer réellement sur la campagne et sur la préparation de la défaite du candidat du FCC. Ok, monsieur Daniel Mwalanteba, une dernière question pour finir avec vous. Aujourd'hui, pour moi, mon point de vue est que Genève est la pire de honte que j'ai jamais vécue, que j'ai jamais vu dans les chefs de l'opposition congolaise. Et aujourd'hui, avec la création du cash, donc du camp de changement, et pensez-vous vraiment qu'il y aura un temps, d'autant plus que nous savons que, comme vous venez de dire déjà que Vital Kamerhe est candidat pour l'UNC et allié, et Félix Tshisekedi de l'UDPS. Pensez-vous vraiment que ces deux vont s'entendre et l'un va laisser la main à l'autre? On ne va pas revivre Genève 2. Non, mais il n'est pas question de laisser la main à l'autre. Il est question pour chacun d'être élu d'abord dans son fief naturel et ensuite de capitaliser le plus grand nombre de voix dans le reste des provinces. Raison pour laquelle je parle d'unité. L'unité consiste juste dans le souci que tous devront avoir de ne pas permettre au candidat du FCC de gagner. Pour ça, nous devons être unis. Mais après cette unité, chacun devra faire le choix du candidat de son choix. En fait, vous vous rappelez à l'époque qu'en France, lorsque le Front National avait pris une trop grande ampleur, j'en appelle à un vote utile. Comme le vote utile avait été sollicité en France, vous aviez le Parti Socialiste, le RPR ou l'UMP à l'époque, la gauche et la droite, face à face, se rendant coup pour coup avec une campagne féroce pour accéder à la magistrature suprême. Mais lorsque l'ennemi commun a été identifié, en l'occurrence le Front National, il y a eu signature d'un pacte de non-agression et il y a eu un appel au vote utile. Dans les coins où le Front National était majoritaire, vous avez vu parfois la droite demander à ce qu'on vote pour la gauche ou la gauche demander à ce qu'on vote pour la droite. C'est tout à fait naturel. Et c'est le point auquel nous voulons revenir. Demander aux Congolais de voter utile. Voter faire tout ce qui pourrait être fait pour empêcher le candidat de la majorité présidentielle d'être élu président de la République. Pour ce qui est de Payoulou et de son camp, qui préconise une transition de 2 ans, une présidentielle de 2 ans au bout desquels le candidat devra démissionner pour réorganiser les élections et permettre à ceux qui avaient été invalidés, empêchés, de participer, j'en appelle à la conscience de la population. Le choix est à faire entre deux choses, entre deux concepts. Le premier, celui que nous, du camp du cash, le camp de changement, proposons, un président élu de l'opposition, donc automatiquement c'est la chute du régime en place, un président élu pour 5 ans et demander à ce peuple d'accepter que ce président conduise à la destinée de la nation pendant 5 ans qui devront être mis à profit surtout pour développer la RDC et augmenter le niveau de vie et accroître le bien-être des Congolais. Ça, c'est le premier choix que le peuple devra faire. Le deuxième choix, c'est celui d'un camp ou d'un président qui viendrait au pouvoir, mais qui serait incapable de s'atteler à la tâche du développement du pays ou de l'augmentation du niveau de vie des Congolais ou encore du bien-être des Congolais, la reconstruction et consorts, parce qu'il serait trop occupé pendant 2 ans à organiser de nouvelles élections pour permettre à ceux qui n'avaient pas pu participer de pouvoir participer. Sans garantie, bien sûr, qu'au bout de ces 2 ans-là, la personne qui serait élue pourrait réellement amener le changement dans ce pays. Parce que ceux qui ont été empêchés et qui se battent pour revenir au pouvoir ont eu à gérer ce pays. Bemba pendant le 1+4, Mouzito en tant que Premier ministre, Katumbi en tant que gouverneur. Gouverneur de la province la plus riche de la RDC,
le Katanga avec le résultat qu'on connaît, eh bien, c'est ça au peuple de choisir le schéma qu'il veut. Si c'est un schéma qui va dans le sens du développement, il devra voter pour le candidat du cash. Si c'est un schéma allant dans le sens d'arrêter de nouveau le processus et de demander 2 années supplémentaires de sacrifice à la population qui, au lieu de manger, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, pouvoir trouver du travail ou pouvoir accéder à des soins de santé, devra encore patienter 2 ans pendant lesquels on lui demandera de serrer la ceinture pour permettre à celui qui sera en place d'organiser de nouvelles élections. Voilà le concept et à la population de choisir. Ok, monsieur Daniel Monateba, en tout cas, on est arrivé à la fin, mais une dernière, vraiment une toute dernière question, et aussi, je vous demanderai vraiment d'écouter votre réponse. Donc, Félix Tshisekedi aurait péché en consultant sa base. Ma question est celle-ci. Peut-on être un leader d'un parti politique sans la base? Peut-on se dire démocrate sans laisser la parole à sa base? Écoutez, vous savez, le leadership en politique se jauge dans sa capacité à accéder au pouvoir. Une base ne doit pas être là juste pour vous applaudir, vous encenser et vous accompagner à des meetings. Cette base doit pouvoir vous permettre d'accéder au pouvoir. Cela veut dire que lorsqu'on parle de base, il faut d'abord parler d'électeurs dans un processus électoral. Cette base constitue justement le réservoir d'électeurs de Félix Antoine Tshisekedi. Mais comment, et de Vital Kamerhe, mais comment voulez-vous que ces deux-là ne tiennent pas compte de ces personnes qui sont censées les amener au pouvoir ou à accéder à la magistrature suprême? Comment voudriez-vous des personnes qui doivent se réunir et vous voter, et vous voulez me faire croire que vous êtes insensible à ce que ces personnes décideront? Mais dans ce cas-là, il faut savoir que si on est prêt à aller à l'encontre de la décision ou de la volonté de sa base, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore prêt à accéder au pouvoir. Il faut se plier. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Qui est celui qui dira que lui n'a pas besoin d'écouter la voix du peuple? Vous comprenez que c'est ceux qui n'ont pas besoin d'écouter la voix de Dieu. On peut ergoter jusqu'à demain matin, mais moi, je dis, le plus grand tort de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe n'a pas été de retirer leur signature. Leur plus grand tort a été de signer tout simplement. Après avoir signé, tout ce qui s'ensuit n'était que totalement naturel et démontre justement la grandeur d'âme de ces personnes qui, face aux réclamations du peuple, parviennent à reculer. Quelqu'un qui est incapable d'écouter sa base aujourd'hui, sera-t-il capable, une fois président, d'écouter le peuple? Je ne le pense pas. Voilà ma réponse. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions. Merci beaucoup d'être très nombreux à suivre cette émission Libre Opinion. On a reçu monsieur Daniel Monateba, qui est président, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Excusez-moi comme j'aime bien l'appeler président. Donc, il est premier secrétaire du Parti Socialiste, parti de l'opposition. Monsieur Daniel Monateba, nous vous disons merci beaucoup pour ce temps que vous avez accordé à cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, surtout si vous pouvez aussi parler, puisqu'on a on a épuisé toutes les questions sans pour autant jeter un clin d'œil à parler de votre parti. Ce n'est pas très grave. Je crois qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'était de parler de la nation et du destin de la RDC en lieu et place des partis politiques. Ça ne m'a pas dérangé. Je suis même heureux d'avoir pu parler pendant si longtemps du Congo et non pas du parti politique. Pour les autres, je leur dirai toujours en lingala, une petite boutade comme j'en ai l'habitude. Je vous en prie. Genève ezalaki nango libala te. Genève ezalaki kokanga lupango. Mukolo kokanga lupango tobengaka batu ba famille ba camarade baye ba moni peke moi muto ya kangi lupango linga bala mwasi boy. Sango pe etambolaka mokili mobimba ete ndeko fulani akangaki lupango linga bala. Mais sima na kokanga lupango soki oye ko constate que mwasi okangeli lupango azantundu ndeko na ngai il faut kaka obala ye pona miso abatu.
Je ne peux pas. Mouta peut se y répondre. C'était ma dernière intervention. Ok, merci beaucoup, monsieur Daniel Molanté. Bah, avec le plaisir de vous avoir encore peut-être la semaine prochaine lorsque l'équipe sera plutôt lorsque Vital Kamerhe et Etienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi seront à Kinshasa pour nous donner au peuple congolais de plus de détails et par rapport aussi à ces meetings populaires, le meeting de la vérité où tout le monde pourra tirer conclusion de, comme vous venez de dire, donc Genève et Zalaki Libalate. Voilà, merci beaucoup vraiment. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie pour la tribune que vous m'avez donnée et au plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous venez de suivre là, c'était monsieur Daniel Monanteba qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est une partie politique de l'opposition. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Par rapport aussi à cette émission, donc si vous avez des préoccupations, des questions, des suggestions, en tout cas, laissez-les. Vraiment, avec le temps que nous aurons, nous essaierons de vous répondre. Et nous vous demandons plutôt de vous abonner à cette chaîne qui est Frayol TV qui est une chaîne professionnelle chez vous pour vous donner des informations de la source. Donc ici, il n'y a pas de tricage d'informations. Ici, il n'y a pas des racontards. Ici, on donne que ce qu'on a reçu et ce qu'on a reçu. On essaie un peu de traiter l'information parce que c'est ça vraiment le journalisme, mais on essaie de traiter. Donc voilà, merci vraiment à vous qui nous avez suivis.